Mission Vision avec Julie Châtelain. Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour une autre belle saison de Mission Vision. Et je vous rappelle, qu'est-ce que c'est cette émission? Eh bien, Mission Vision, ça le dit, vision. On va parler de l'handicap visuel, mais en fait, pas uniquement de l'handicap visuel. Moi, de plus en plus, j'aime amener ce côté de sensibilisation où est-ce qu'on va parler à des personnes qui ne sont pas nécessairement en situation de handicap, mais qui vont faire des choses en lien avec le handicap. On en voit de plus en plus des personnes qui vont s'impliquer au niveau de projets, de recherche à l'université. Ils ne sont pas en situation de handicap, mais ils vont avoir cette sensibilité-là. Donc, moi, j'aime ça aussi, leur donner la parole. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que, justement, j'ai autant une jeune fille qui vient parler de son propre témoignage. Je suis en situation de handicap. Et on en a une tout de suite après qui n'est pas en situation de handicap, mais qui a fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, je vais commencer par aller rejoindre Cilia Cassel. Elle est en ce moment en fait, c'est une étudiante au conservatoire de musique. Donc, elle nous laisse une petite demi-heure dans sa fenêtre d'horaire d'école. Et je suis vraiment contente parce que sûrement qu'il y en a quelques-uns qui vont dire « Ah oui, ça me dit quelque chose, ce nom. » Ou peut-être pas, mais si je vous dis « jeune fille qui fait la voix junior », je me rappelle plus trop, là, c'était la première édition, en fait, de La Voix junior, et elle était aveugle, et elle chantait de l'opéra merveilleusement bien. Donc là, peut-être qu'il y en a qui disent « Ah oui, ça me dit quelque chose. » Donc, on va la retrouver. Bonjour, Cilia. Bonjour, ça fait plaisir. J'ai fait une belle petite présentation. Célia, je suis vraiment contente de t'avoir avec moi. Ça fait quelque temps qu'on essaye de s'attraper pour une entrevue. Oui. C'est ça, mais là, on a réussi. Je suis vraiment contente. Et je fais une petite parenthèse. Oui, puis je fais une petite parenthèse pour dire que une de mes prochaines émissions, là, dans peut-être, je pense, 2 émissions à peu près, je vais recevoir Alexandre Poitras, que tu connais très bien. Oui, tout à fait. C'était mon conseiller pédagogique à cette époque-là. Exactement, c'est ça. Au Cégep de Saint-Laurent. Exactement, au Cégep de Saint-Laurent. Il t'a aidé dans ton parcours scolaire. Je le connais bien, Alexandre Poitras. C'est un de nos collaborateurs et c'est un de mes très grands amis là, depuis qu'on a étudié ensemble en éducation spécialisée. Et c'est lui qui m'avait parlé de toi. Et là, j'avais dit, ah oui, cette jeune fille qui a fait la voix. Et il m'a dit, ben oui, c'est moi qui l'accompagne. Donc, je suis vraiment contente. On va apprendre un petit peu plus à te connaître parce que quand tu as fait la voix junior, je ne sais plus, c'était en 2016, 2017? C'était en 2017. OK. Et t'étais jeune, là, une adolescente, là? Oui, c'est ça. J'étais en secondaire 2, mon Dieu, je me rappelle. 14 ans. Oui, c'est ça. Et là, maintenant, tu as quoi, 20, 21? 22. 22, bon. Donc, c'est ça. Donc, t'es quand même encore toute jeune. Eh bien, Cilia, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi parce que, bon, je le sais que tu as une cécité complète. Exactement. C'est ça. Donc, mais si on remonte là, dans le temps, là, au niveau de la petite Cilia, au niveau de ton handicap, est-ce que tu es née avec un handicap tout de suite, là, une cécité? Est-ce que c'est arrivé un petit peu plus tard? Oui, alors je suis née donc avec une anophtalmie congénitale, donc c'est une absence de globe oculaire, ça le dit dans le nom. OK. Et congénitale qui veut dire de naissance. Donc oui, c'est depuis toujours, je suis ainsi. Mais Cilia, quand tu dis, parce que là, moi on dirait mon cerveau dit absence de globe oculaire, ça veut dire absence de la structure de l'œil, dans le fond. Pas d'œil. Oui, donc en fait, l'œil c'est très mal formé, tout simplement.
Et donc, effectivement, j'ai une absence, j'ai une absence du globe en lui-même. Donc, ça veut dire que c'est assez évident qu'il n'y a aucune vision qui passe, là. Exactement. Donc, c'est vraiment, depuis que tu es né, tu es dans une noirceur absolue. Exactement. OK, mais ça veut dire, parce que je me rappelle pas quand tu avais fait la voix, est-ce que tu avais des lunettes de soleil ou est-ce que tu as les yeux fermés? Non, je n'ai pas de lunettes. Moi, c'est avec des prothèses. Donc, les yeux restent ouverts constamment, finalement. Oui, oui. La prothèse remplace le globe en lui-même. OK. Donc, c'est ça. Tu as 2 prothèses oculaires. Exactement. OK. Ouais. Et ça, est-ce que tu as eu ça jeune? Oh oui, depuis toute jeune, mon Dieu. Je pense que j'avais mes premiers vraiment tout bébé. Dans mes derniers souvenirs, j'avais 4-5 ans, je pense, quand j'avais mes premiers, quand j'étais consciente pour la première fois de ces prothèses-là. OK. Et là, toi, comme c'est, tu sais, comme un handicap, dans le fond, comme une malformation, on n'est pas dans quelque chose là d'héréditaire que dans ta famille. Bon, c'est ça. Donc là, tes parents, ils ont un petit bébé qui est complètement aveugle. Comment ça s'est passé toute petite? Parce que moi, j'ai un handicap visuel, mais moi, c'est dégénératif. Donc, je suis née avec une malformation congénitale, moi aussi, mais c'est au niveau des nerfs optiques. Donc, j'avais une très forte myopie, mais j'ai quand même vu, là, tu sais, j'ai quand même une vision, là. Donc, toi, comment ça se passe quand on est bébé, là, quand t'es toute petite et que t'es dans la noirceur totale? Oh là, là, je parlerai plus peut-être de ce que je sais, donc de l'extérieur de moi-même, c'est-à-dire de mes parents. Oui. Parce qu'on s'entend qu'on n'est pas conscient qu'on est bébé. Oui. Mais je pense que, d'après ce que j'ai entendu, j'étais quand même un bébé assez éveillé. OK. Malgré le fait que il n'y avait pas de réaction, de réaction visuelle. J'étais quand même très, très réactive. Je cherchais à comprendre le monde. Et j'avais aucun dérangement, finalement, dans ma compréhension de ce qui m'entourait. OK. Fait que c'est comme si toi, dans le fond, t'es parti avec ce bagage-là. Donc, tu ne voyais pas. Alors, tu t'es développé de cette façon-là. Et comme t'as jamais vu, mais t'as pas non plus l'espèce de deuil, je pourrais dire, de ne plus voir quelque chose que t'as déjà vu. Exactement. OK. Ça. Mais comme, justement, puis ça, c'est une question qu'on se pose, parce que moi, comme c'est pas ma situation, que moi, j'ai déjà connu les couleurs, je sais c'est quoi la vision, mais toi, justement, comme tu n'as pas de référence, comment ça se passe, ça? J'ai plus là, ça serait vraiment plus dans la théorie. Oui. Donc, effectivement, je n'ai pas de référence visuelle, mais je suis quand même dans un monde disons, dominé par le visuel. Oui, oui, absolument. Donc, théoriquement, je comprends les références visuelles. OK, mais je donne un exemple, là. Donc, tu veux t'habiller le matin. Mais comment tu fais pour savoir qu'un vêtement vert ne va pas avec un vêtement, tu sais, de je sais pas, parce que moi, je trouve toutes les couleurs font bien pratiquement ensemble, mais exemple, là, avec une couleur qu'on fait, tiens, c'est moins un vert qui va bien avec un rose, mettons, là. Pour les vêtements de la vie de tous les jours, j'ai pas forcément de difficulté à choisir parce que, par exemple, jean ou survêtement avec un t-shirt ou un chandail, un col, peu importe, je sais que ça va quand même ensemble. OK.
Sinon, il y a d'autres outils. Donc, il y a ce qu'on appelle, par exemple, Be My Eyes, Oui. ou bien encore Seeing Eye, ou juste, peut-être, quand il y a des personnes, peut-être, moi, j'appelle parfois des amis voyants, puis je demande, mais ça, c'est assez rare. Je veux dire, normalement, de mon côté, c'est assez facile de m'habiller. Concernant, par exemple, les vêtements de concert, les vêtements de spectacle, ou bien des vêtements qui pourraient se porter dans des soirées quelconques. Là, c'est sûr que j'aime beaucoup avoir un référent. Mm-hmm. Ben là, tu as parlé de Be My Eyes. Ça, dans le fond, c'est comme une application, un genre d'intelligence artificielle? Oui, alors c'est une application qui de base se met donc en contact avec des bénévoles qui ont eux-mêmes cette application-là. Ah oui, OK, je sais c'est quoi. Oui, oui, oui. Et donc, on s'appelle et il y a quelqu'un qui répond et on pose les questions qui demandent les yeux. Donc, oui. être mes yeux. Oui. Sinon, oui, effectivement, il y a un volet intelligent, il y a un volet AI. On prend donc une photo de quelque chose et puis on pose la question finalement à un bénévole. On peut poser la question au AI. Donc, c'est basé sur... c'est propulsé, je pense, par OpenAI ou d'autres compagnies de AI, disons. Qui peuvent venir être des outils, finalement, quand on a absence de vision. OK. Et comment ça se passait quand tu étais petite par rapport à la musique? Parce que, justement, la musique, c'est quelque chose, tu sais, on pourrait dire plus auditif, mais je sais qu'il y a des personnes que la musique... Ils vont être transportés, voir des couleurs. Et tu sais, il y a comme quelque chose qui se passe au niveau de la musique. Toi, est-ce qu'il y a... Oui, ouais? On parle de la synesthésie. Oui. Moi, je ne suis pas synesthésique. OK. Mais je suis extrêmement sensible à certains modes, à certaines tonalités. Mm-hmm. Et à certaines sonorités, c'est ça que j'essaie de chercher. OK. Donc, depuis toute petite, j'avais les réactions face à certains modes, mais je ne comprenais pas forcément pourquoi. OK. Et donc, ce qui est super bien avec les études que je fais, c'est qu'au fur et à mesure de ma formation, je comprends de plus en plus comment mon cerveau fonctionne face à la musique. Mm. Ça, c'est une science extrêmement intéressante parce que je pense même encore qu'on n'est même pas, on n'a pas encore découvert énormément de choses face à la psychologie musicale, si je puis dire. Oui, absolument. Mais toi, tu dirais, parce que t'as parlé ton cerveau, là, tu sais, c'est quoi tu dirais, là, comment ça fonctionne? T'as-tu comme un peu une idée? Oh, par exemple, là, je vais donner un exemple. Je vais essayer de ne pas trop utiliser des termes trop techniques, mais un mode... par exemple, un mode phrygien majeur, donc là je prends un exemple comme ça. Oui. Ça va me donner presque, même si je suis de base bien joyeuse et bien heureuse, ça va me donner un sentiment de déprime totale. Donc par exemple, je vais avoir une tristesse qui va me sortir de nulle part. J'aurais envie de m'enfuir, etc. Donc, vraiment, ça, c'est très intéressant et ça m'intrigue beaucoup, ce genre de réaction-là.
Mais là, comme tu dis, c'est vraiment en lien avec une sonorité, donc vraiment comme un son, mais Oui, associé. c'est ce qu'on appellerait la misophonie. Donc, Ouais. la misophonie, ce serait de réagir négativement, par exemple, devant certains modes, devant certains sons. Et ici, c'est vraiment, par exemple, les modes plutôt orientaux, qui vont me trigger de la sorte. Est-ce que ça fait ça? C'est extrêmement beau. Est-ce que ça te fait ça aussi avec les sonorités des voix des personnes? Comme exemple, quelqu'un qui te parle tout simplement? Est-ce que tu peux ressentir ça aussi? Très, 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 très rarement. OK. Très rare. OK, c'est vraiment plus par rapport à la musique. Par rapport à certains modes musicaux, oui. Ouais. Et toi, là, toute petite, parce qu'on se rappelle dans la voix, tu as une voix cristalline. Tu vas chercher des notes, ce qu'on peut associer, là, moi, je suis pas experte au niveau du son, là, mais tu sais, je suis capable de dire, on est dans le soprano, là. Tu sais, toi, tu es très soprano, très haut, puis quand on dit voix cristalline, on l'imagine. C'est fragile, quasiment comme du cristal, là. Hein? C'est à peu près ça. Mais toi, c'est... On dit cela, je sais pas. Mais toi, c'est à quel âge que tu as réalisé là, que tu avais cette voix-là en toi? À peu près 9-10 ans, je pense. OK. J'ai commencé à tomber amoureuse du classique à ce moment-là. Mhm. C'est drôle parce que justement, quand j'étais toute jeune, 4-5 ans, j'avais une petite radio et puis j'écoutais des postes comme Radio Classique, par exemple. Mhm. Et bizarrement, je supportais plus la musique instrumentale que la musique vocale. Mm. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je trouve ça magnifique. Mhm. Mais à cette époque-là, étrangement, cela m'insupportait. Et à partir de 9-10 ans, j'ai commencé à... Il y avait une pièce, il y avait donc un air d'opéra très connu, donc c'est le O mio babbino caro de Gianni Schicchi de Puccini, qui m'a tout simplement... Peux-tu nous faire juste un petit la 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 la? C'est ça fait... attention, je ne sais pas si ça va bien s'entendre au téléphone, mais ça fait... Oh mio babbino caro, Oui. mi piace bello, bello. Ça s'est très bien entendu, Cilia. On sait exactement c'est quoi la mélodie. C'est magnifique, cette chanson, et c'est magnifique de t'entendre la chanter. C'est incroyable. OK, donc c'est ce type de chanson-là, quand tu étais jeune, ça... C'était l'air qui m'a immergée finalement dans le classique en général. OK. Et là, parce que justement, comme tu dis 9-10 ans, mais toi, avec tout ton courage, tu as décidé d'aller à la voix junior. Comme ça. Si ce n'était pas de mes parents qui m'ont poussée, c'était un... Mais... OK, donc c'est tes parents qui t'ont dit, Cilia, inscris-toi à la voix. Oui, c'est ça. Bon, j'ai eu quelques hésitations et puis ensuite... Mais tu l'as quand même fait, hein? Et je veux dire, c'est toi toute seule qui est allée faire l'audition devant tout le monde. Et c'est toi qui a été sélectionnée. Je pense que c'était l'équipe de Marie-Mé. Exactement. OK, c'est ça. Puis, je pense que tu t'es rendue à presque toute fin. Oui, c'est ça. Donc, j'étais rendue à la soirée de la grande finale. Ah, c'est ça. Donc, fait que tu t'étais rendue à la finale. Et à partir de là, comme tu es adolescente, est-ce que ça t'a... parce que, tu sais, des fois, la voix ou d'autres émissions comme ça peut comme donner, là, même si la personne ne gagne pas, ça lui donne des contacts et tout ça. Mais toi, est-ce que c'était clair à ce moment-là que tu allais poursuivre au niveau de tes études ou, là, tu étais prête à commencer une carrière? Donc, ta question, c'est est-ce que ça perturbait le
cursus scolaire, c'est ça que... Ouais, ben tu sais, en fait, sans dire perturber, mais plus comme, tu sais, toi, de dire, ah ben oui, tu sais, je vais finir mon secondaire, mais en parallèle, je vais travailler pour avoir un album ou... mais là, t'as quand même poursuivi au cégep, et là, t'es rendu au conservatoire en musique, c'est ça que je veux dire. Oui, ben c'est ça en fait. J'avais pas encore tout de suite réalisé que c'était dans la théorie aussi que je voulais aller. Donc, OK. C'était, ça m'a pris quand même du temps donc pour décider d'aller en cégep en musique parce que au début, avant cela, j'avais pensé plutôt essayer de simplement, sans forcément aller dans la théorie, aller simplement en pratique. Oui, c'est ça. Mais après ça, vu que j'avais quand même, je voulais vraiment aller en classique, je me suis juste rendu compte que il fallait quand même avoir des notions théoriques en partition, etc. Donc c'est là que j'avais vraiment décidé quasiment à la dernière minute d'aller au cégep en musique. Et puis voilà, je suis rendue à ma 3e année de baccalauréat. Oui, c'est ça. Mais là, en fait, tu es au conservatoire. C'est quoi? Vu que c'est un bac, c'est 3 ans? Oui, en fait, moi, je le fais en 4 ans. OK. Mais là, dans le fond, tu n'as pas encore terminé. Mais quand tu vas avoir terminé ton bac au conservatoire, est-ce que là, après ça, tu poursuis ou... Je compterais aller en maîtrise. En maîtrise? Oui. En maîtrise de chant classique. Exactement. OK. Et si justement, là, parce que comme tu as 22 ans, tu es toute jeune, mais qu'est-ce que tu aimerais? Tu te vois où, là, dans le futur? C'est sûr que mon rêve, ça serait de plonger entièrement dans le monde lyrique. Mm-hmm. C'est quand même un domaine extrêmement difficile. Mais c'est un peu ce que je fais en fait. Donc c'est un peu mon identité, disons, presque personnelle. Donc oui, j'aimerais aller dans ce domaine-là. Et à partir de là, ça serait, mettons, peut-être essayer l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal ou bien l'Institut d'art vocal ou d'autres options de la sorte. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, là, on aurait des chances de te voir sur une grande scène. T'aimerais ça? Je le souhaite énormément. C'est une chose à la fois. Oui, c'est ça. Mais Célia, est-ce que tu vois que, parce que vu que tu es en situation de handicap visuel, est-ce que tout ton parcours scolaire, là, tu dirais que de façon générale, tu as dû mettre les bouchées doubles pour y arriver ou tu as quand même eu un parcours relativement facile? Oui, donc il y a eu... donc ta question, c'était... Mais en fait, est-ce qu'il y a eu des enjeux, puis ça t'a demandé d'avoir encore plus d'efforts à mettre, ou ça s'est fait un peu naturellement et facilement? Non, moi, je te dirais qu'il y a eu énormément d'enjeux. Okay. Il y a eu énormément de sarcelles, disons. Mm-hmm. Surtout au début, puis même encore, je veux dire, après, il y a des moments où ce que ça glisse plus facilement, puis il y a des moments où ce que ça se freine un peu plus facilement. Il y a non seulement le temps d'adaptation, plus le temps d'adapter les documents aussi. Je veux dire, je pourrais t'en lister plusieurs. Là. Oui, mais dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que ton parcours, c'est pas non plus quelque chose qui a été, tu sais, c'est ça, un long fleuve tranquille. Non. C'est ça, au contraire. Et que même encore, là, tu dois travailler très fort pour compenser finalement, parce que même si c'est...
même si c'est du chant, même si c'est ta voix qui est beaucoup plus sollicitée que visuellement, là, c'est pas un domaine de fabrication de meubles avec les mains, là. Donc, c'est pour ça aussi que ça reste que l'handicap visuel est un enjeu dans le monde du chant. Oui, en quelque sorte, oui, parce que si, par exemple, tu veux aller dans le domaine, utiliser les partitions, etc., donc il y a ce qu'on appelle le musical, mais il y a aussi des logiciels qui sont, Dieu merci, accessibles par rapport aux partitions. Oui. Mais il y a aussi, si je veux dire, j'ai non seulement cette situation-là, mais également, je suis neurodivergente. OK, oui, donc ça aussi, un autre... Coucou le TDA. Oui, oui. Exactement. Donc, il y a beaucoup de moments où je lutte constamment, disons, contre moi-même, contre mon cerveau, pour pour garder un certain rythme. Et ça, je me dis, je suis honnête parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver là-dessus. Ça peut être extrêmement difficile et ça peut être même un cercle vicieux, psychologiquement parlant, mentalement parlant. Et c'est très, très dur d'avoir quelque chose qui puisse garder finalement le cap. Oui. Et Célia, justement, là, si les gens ils veulent voir un petit peu tu es qui, est-ce qu'on peut te voir sur, je sais pas, YouTube, Facebook, tu sais, où est-ce qu'on pourrait t'entendre chanter? Ah oui, tout à fait. Donc, moi, je dirais que le média social où je suis le plus à jour, c'est Facebook. Facebook, OK. Facebook, donc ma page Célia Cassel-Soprano. Sinon, oui, moi j'ai une chaîne YouTube. Aussi. Parfait. Ben moi, je vais mettre toutes les informations pour que les auditeurs puissent aller t'entendre, te découvrir. Ta voix est merveilleuse. Merci infiniment, Célia. Ça a été un grand plaisir. Merci à toi. Merci énormément. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et là, ben, comme je vous avais dit d'entrée de jeu, aujourd'hui, on recevait et une personne qui était en situation de handicap et une autre qui n'est pas en situation de handicap, mais qui a travaillé pour l'inclusion des personnes en situation de handicap visuel, Marie-Claude Garceau. On va la recevoir à l'instant. Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain. Alors, je reçois Marie-Claude Garceau et je suis très contente. On va la retrouver, elle aussi, par téléphone, mais parce que elle a eu un petit bébé, ça fait pas très longtemps. Donc, on a réussi là, à s'attraper. Allô, Marie-Claude? Allô? Marie-Claude, je suis vraiment contente parce que, comme j'ai expliqué au début de mon émission, ben je suis contente de mettre en lumière des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, mais qui vont faire une différence dans le monde du handicap visuel. Et tu en fais partie. Et là, on va parler de ton mémoire extraordinaire avec le club Les Visionnaires. Mais on va juste remonter un petit peu parce que, dans le fond, toi, tu es travailleuse sociale. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais je travaille pas du tout dans le monde ou l'univers de l'handicap visuel. Non. Je suis travailleuse sociale auprès des familles dans Hochelaga, Maisonneuve et Rosemont. Bon, donc, j'ai vraiment bifurqué de ma profession ou de mon champ que je travaille d'habitude. Bien, justement, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, là, toi, tu t'es dirigé vers l'handicap visuel et en plus le sport? C'est sûr que j'avais toujours eu le désir de retourner aux études. J'ai vraiment aimé étudier le travail social. Ouais. J'ai aimé faire mon bac. Je m'étais dit, je vais faire une maîtrise. Puis j'avais envie d'aller explorer des sentiers qui sont peut-être moins souvent explorés. J'avais justement approché une maître en travail social de groupe qui s'appelle Ginette Berthaud. Puis j'y avais parlé de 2 idées que j'avais en tête. Puis elle m'avait dit,
Marie-Claude, il faut que tu ailles là où les gens ne vont pas. C'est ça l'intérêt d'aller faire une recherche. OK. Et pourquoi le handicap visuel? En fait, je pense qu'il y a 2 raisons. Je me suis exactement posé la question, puis je commence mon introduction en disant pourquoi je parle de ça. Oui. Sur un plan plus personnel, j'ai un oncle, il est décédé aujourd'hui, mais j'ai un oncle qui était atteint d'une surdité. Puis, dans ma famille, sur le côté de ma mère, il y a plusieurs personnes qui, même si elles-mêmes n'ont pas de surdité, parlent le langage des signes. Une tante qui a travaillé comme professeur au secondaire en langage des signes. Mon oncle était sourd. Puis, mon oncle, il est décédé, j'étais quand même assez jeune, mais dans ma mémoire d'enfant, je l'avais jamais vu comme quelqu'un qui avait un handicap parce que dans nos parties de famille, bien, on parlait avec des mots, on parlait avec des gestes. C'est comme s'il y avait un univers qui était très inclusif. C'est comme plus tard que j'ai réalisé, mais Jean-Guy, il se sentait comment? Tu sais, donc, moi, j'ai été sensibilisée à ça, le handicap physique. Puis, je suis moi-même une grande passionnée de course à pied. J'en fais depuis très, très longtemps. Oui. Je participe à des clubs de course à pied. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait des courses. Puis, je voyais des fois dans les courses des gens qui couraient accompagnés d'un guide. Ils couraient à 2 parce qu'il y avait un handicap visuel. Puis, je me disais, mais comment ça que je les vois pas, moi, ces gens-là, quand je m'entraîne dans des clubs de course? Où est-ce qu'ils sont? Où ils s'entraînent? Pourquoi ils sont pas avec nous? Ouais. Donc, et suite à ça, je me suis mis à m'intéresser sur le handicap et le sport, puis j'ai réalisé à force de recherche qu'il y avait énormément d'injustices. Ça fait pas longtemps, par exemple, pendant très longtemps, aux Olympiques, si tu étais un athlète paralympique, tu avais beau gagner des médailles, tu revenais, tu n'avais pas de bourse à la performance. Tandis que tous les athlètes qui n'étaient pas en paralympique, qui étaient aux Olympiques réguliers, entre guillemets, eux avaient le droit à des bourses de 5, 10, 15 000 $ qui revenaient avec une médaille. Donc, je me suis questionnée, en fait, est-ce que c'est possible d'avoir une pratique sportive plus inclusive? Dans le fond, le sport a été comme pour moi une espèce de prémisse ou d'excuses pour parler d'inclusion. Parce que je trouve que le sport, c'est quelque chose que tout le monde aime. C'est très populaire, c'est très vecteur de patriotisme, d'engouement de la part des gens. Puis, dans une de mes lectures, il disait la place qu'on fait aux personnes en situation de handicap dans le sport est très représentative de la place qu'on leur fait dans la société en général. C'est pour ça que j'ai choisi le moteur du sport, le véhicule du sport. Le véhicule du sport, oui, c'est ça. Ouais. Mais là, il y a le groupe, parce que dans le fond, c'est le groupe Les Visionnaires. Tu as fait ta recherche à travers ça, mais justement, est-ce que c'est toi qui as créé ce groupe-là? Ou est-ce que tu es rentré dans le groupe? C'est moi qui l'ai créé en partenariat avec David Trudel-Bergamo. En fait... Oh, c'est très drôle. Oui, je le connais, je le reçois dans ma prochaine émission. Bon, ben tu le salueras de ma part. Ben oui, je savais pas. David Trudel, c'est un grand acolyte là, du projet. En fait, dès le départ, j'ai fait ma maîtrise avec une posture un peu différente des gens qui font des maîtrises. Je me suis dit, je suis pas experte en handicap visuel. Je ne prétends que vouloir mettre la loupe sur des enjeux d'inclusion et d'exclusion. Ouais. De où je peux avoir la légitimité de parler de tout ça? Je ne l'ai pas. Il me faut un partenariat avec quelqu'un qui connaît ça mieux que moi. Ouais. Et David Trudel, un handicap visuel, est travailleur social aussi. Donc, on était dans le même champ d'intérêt. Puis, est un grand sportif aussi. Donc, je l'ai contacté. Il ne me connaissait pas du tout. Je lui ai présenté mon idée de construire un projet autour de la course à pied dont l'objectif, ce serait de créer un club de course qui aurait des paramètres plus inclusifs et qui réunirait des gens avec et sans handicap visuel. Okay. Et dont l'objectif ne serait pas, parce qu'il y en a déjà, du sport destiné aux personnes qui ont un handicap visuel, mais souvent, le sport qui est destiné aux gens qui ont un handicap est fait en sorte que les gens qui n'ont pas de handicap vont venir en tant que bénévoles. Oui, Ils vont venir aider les gens dans le besoin. Oui. Et je me suis questionnée si cette façon-là de faire les choses ne reproduisait pas des mécanismes d'exclusion. C'est où on voit encore une fois une personne vulnérable qui a besoin de la personne qui n'est pas en situation de vulnérabilité qui vient l'aider. Fait que je me suis dit, on est-tu capable de faire un club où tout le monde a du fun, tout le monde est sur le même pied d'égalité, puis qu'est-ce que ça prendrait? Donc, on a beaucoup réfléchi ensemble et on s'est dit, ce que ça prend,
c'est qu'il faut que ce soit un groupe autogéré, où tout le monde a son mot à dire sur le fonctionnement, sur les activités qu'on va faire, tout le monde a le droit de prendre le leadership dans le groupe. Donc, les visionnaires, c'est pas moi qui ai choisi ce nom-là, c'est le groupe qui a proposé des choses, qui a fait un vote. Ouais. Il y a plusieurs activités à travers le club de course qu'on a fait qui ont été initiées, choisies par les membres. Donc, ça, c'était un des critères. Et le défi, c'était comment est-ce qu'on peut faire participer, encourager la participation de tout le monde, autant avec que sans handicap visuel. OK. Mais là, je pense qu'il y avait une histoire de... Parce que, tu sais, justement, ça reste que là, il y a des personnes qui ont une cécité qui viennent courir, donc. Oui, ils vont avoir un soutien des personnes qui voient. Oui, puis à la différence, comme on est dans un objectif de co-construction du groupe où on veut que tout le monde se l'approprie, quand les gens... C'est un groupe ouvert. Fait que les gens, ils venaient s'ils voulaient. Oui. Ils venaient pas s'ils voulaient pas. On accueillait toujours des nouveaux membres. Oui. Puis quand et la façon dont les personnes souhaitaient être guidées, accompagnées, dirigées, c'était eux qui l'expliquaient à leurs partenaires de course cette journée-là. OK. C'est-à-dire, moi, je vois un peu, fait que t'as pas besoin on n'a pas besoin de se tenir, t'as juste à courir à côté de moi. Moi, je suis plus insécure, j'aimerais ça qu'on aille une corde qui nous relie, il va falloir que tu me dises vraiment. Donc, on amenait les gens à être autonomes dans l'expression de leurs besoins. On amenait les gens à dialoguer entre eux sur « OK, mais là, j'en fais-tu trop? Je t'en dis-tu trop? » À exprimer aussi autant les personnes qui guidaient leur stress, parce que la plupart des gens n'étaient pas formés pour courir à deux ou pour guider quelqu'un. Donc, on apprenait les choses ensemble, qui mettait les gens un peu plus, comme je disais, sur un pied d'égalité et non pas un expert qui vient aider quelqu'un qui a un besoin. Oui, c'est ça. Mais là, il y a tout l'aspect, justement, dans ton mémoire, on le voit, là, tout l'aspect de la sortie de la zone de confort, là, ou de se mettre en zone d'inconfort. Oui, exactement. Je pense que la façon dont on est arrivé, en fait, dans mes résultats, ce que je dis, c'est, je pense qu'on est arrivé à un groupe qui avait quelque chose de plus inclusif ou qui aspire à plus d'inclusion que les modèles qui sont déjà proposés. C'est ça qu'on voulait essayer de tester. Ouais. Et la façon dont on y est arrivé, c'est que justement, tout le monde a été déstabilisé dans ce groupe-là, pas juste les gens qui ont un handicap visuel. Puis je vais te donner des exemples, Julie. Quand on s'entraînait dans Rosemont à la piste Étienne Desmarteaux, qui est une piste d'athlétisme où on partageait les mardis, quand on s'entraînait là, l'espace avec un autre club de course à pied qui est très, très gros et très connu à Montréal. Oui. Et eux, là, ils existent depuis très longtemps. C'est un club qui vise un peu plus la performance sportive. Ils sont organisés. Bien, on leur a donné un mardi un atelier sur la course en duo. Et cet atelier-là, c'est pas moi qui l'a donné, c'est pas David qui l'a donné, c'est les membres des visionnaires. Donc, les gens se mettaient en duo, prenaient des sous-groupes de ce gros groupe-là et leur enseignaient notre philosophie, notre façon de courir. Mais c'est stressant. Que tu aies un handicap visuel ou pas, c'est stressant enseigner quelque chose à un groupe qui existe depuis très longtemps et qui a fait ses preuves. C'est quelque chose qui a déstabilisé tous les membres. Il y a des gens qui n'avaient pas d'handicap visuel qui ont accepté à plusieurs reprises de porter un bandeau sur leurs yeux et de se faire guider. Ouais. Donc, de vivre ce que leur partenaire vit par moment, donc de courir sans voir. Quelque chose aussi qui était déstabilisant, je parle pour moi, il n'y a pas énormément de femmes qui sont à la tête qui sont leaders de projets sportifs. Ça reste encore quelque chose de marginal ou de moins commun. Donc, moi, j'étais déstabilisée de dire, OK, est-ce que j'ai la prétention de pouvoir amener quelque chose de nouveau sur le plan sportif à Montréal? Est-ce que croire en moi? Donc, on était tous un peu fébriles et dans l'apprentissage, je dirais. Puis quelque chose qui m'a marqué beaucoup, là, une anecdote vraiment le fun du club qui a été un grand modèle, en fait, de cette philosophie-là, là, d'apprendre à se déstabiliser puis qu'on soit tous des êtres à la fois forts et vulnérables dans
au sein du groupe, on a une page Facebook, les visionnaires, puis quand ça a fonctionné, le plus fort que ça a fonctionné, c'était à l'été et l'automne 2023. On jasait de nous, dans le monde de la course à pied, on a commencé à se faire connaître. Puis là, il y a eu le marathon de Montréal qui a lieu en septembre. Oui. Et, grosse anecdote, il y a une personne qui écrit sur notre groupe qui dit « Je suis bénévole au marathon de Montréal à la remise des dossards et j'ai un coureur qui débarque du Mexique, qui est en situation de handicap visuel et qui n'a pas de partenaire de course. Pouvez-vous l'aider? » Wow. Donc, il y a un membre qui n'a pas d'handicap qui dit « Oui, moi, ça me tente de courir avec lui. » Il est allé le rejoindre à la remise des dossards. Ouais. Et il a jasé avec lui. Et cet homme-là était mexicain, de Mexico City, et avait perdu son partenaire de course à la dernière minute, qui s'est dit « Je prends pareil l'avion. Je m'en vais à Montréal, dans une ville dont je ne parle pas la langue, et je vais me débrouiller pour trouver un partenaire de course. » OK. Si c'est pas un modèle de débrouillardise, c'est ça. Fait qu'on a pu enlever cette image-là de la personne en situation de handicap qui est juste tout le temps dans le besoin pour pouvoir proposer d'autres modèles. Donc, comme si dans le fond, c'était pas le club qui était réuni autour de la problématique qui est l'handicap. C'est comme si finalement, l'handicap était devenu secondaire. C'est un peu ça que tu es en train de dire. Oui, même si à la base, c'est ça qui a créé l'idée des visionnaires, à un certain point, on oubliait presque l'handicap restait là parce que c'était notre façon de faire, on courait à deux, il y avait des gens qui avaient besoin d'être guidés, mais les gens ont développé d'autres aspects à travers le club, comme par exemple, on avait, probablement parce que c'était un groupe où c'était le sport qui était mis de l'avant, on a eu beaucoup d'hommes qui sont venus, des hommes qui avaient des handicaps, des hommes qui avaient des handicaps qui ne parlaient pas français. Ah oui. Donc on a eu 2 unilingues anglophones qui sont venus dans le club. Là, les gens se mettaient à l'aider à traduire en français le mieux qu'ils pouvaient. On avait des gens qui venaient tout juste d'arriver au Québec en tant qu'immigrants. Wow. Donc, à un certain point, il y a eu une phrase qui m'a marquée, que j'ai écrite dans mon mémoire. Il y a un participant qui a dit, c'est comme si nous, dans le fond, la norme dans les visionnaires, c'est d'être différent. Peu importe c'est quoi la différence. Okay. C'est ça, exactement. OK. Ouais. Ah, wow! Puis, tu sais, moi, pour avoir été, justement, au visionnaire, là, donc, effectivement, que l'handicap, oui, est là parce que, bon, j'arrive, j'ai un handicap visuel, mais lui qui donne l'entraînement au début, là, l'espèce de réchauffement et tout ça, ben c'est une personne qui est en situation de handicap. Et quand, après ça, il est question qu'il court, ben lui, c'est ça, il court vraiment à côté d'une personne qui voit. Et lui, c'est ça. Lui, il court très bien, juste avec des indications verbales. Mais quand on le regarde, on dirait pratiquement qu'il n'y a pas d'handicap visuel. Parce que c'est comme si finalement, ce qui devient le centre, c'est la course. Tu sais, c'est cette passion-là de la course. Que tu aies un handicap ou que tu n'en aies pas, tu as la passion de la course. Donc, on dirait que c'est ça qu'on retrouve dans ce groupe-là. Oui, puis dans le fond, la passion ou l'intérêt pour la course va avoir permis, dans ce cas-ci, de réunir des gens qui se seraient peut-être jamais réunis dans d'autres occasions. Oui, c'est ça. Et il y a quelque chose que tu parlais dans ton mémoire que justement, là, je vais pouvoir donner le lien. Après ça, on va pouvoir le consulter parce qu'il y a un mémoire, on le sait, là. Il y a beaucoup de choses dans un mémoire, hein. Après ça, tu sais, c'est long, là. C'est long faire un mémoire, là. C'est pas 2 pages, là. Non, c'est presque 200. Ben, c'est presque 200 mon mémoire, oui. Oui, c'est ça. Fait que là, on dit vraiment en très, très petit résumé, là. Mais il y a un aspect que tu nommais que j'ai trouvé quand même intéressant, puis c'est drôle parce que moi-même, j'ai des réflexions par rapport à ça. Comme je dis, c'est même mon émission qui est en lien avec le handicap visuel. Ben, je trouve une façon d'aller twister
et de prendre aussi des personnes qui ne sont pas en situation de handicap visuel, mais juste comme pour les sensibiliser, tu sais, les amener à avoir cette sensibilité-là comme un peu au naturel. Mais encore là, ça aussi, ça détonne, tu sais, parce que des fois, ce qu'on trouve, c'est que dans le monde du handicap visuel, ben là, tout d'un coup, tu dois, si tu veux pas être exclure les personnes en situation de handicap, c'est comme si tout d'un coup, tu dois juste être un handicap sur deux pattes. Là. Moi, ça, parce que comme je l'ai, c'est quelque chose qui me titille des fois et qui me dérange. J'ai pas autour de moi juste des personnes qui ont un handicap visuel parce que tout d'un coup, j'ai un handicap visuel. Au contraire, tu sais, moi, c'est là, je trouve qu'il y a cette force-là du groupe. Tu sais, moi, j'ai besoin d'avoir des gens comme toi qui voient, qui vont m'aider pour certaines affaires, mais moi, je vais pouvoir t'aider pour d'autres affaires, mais qui n'est pas nécessairement en lien avec les yeux. Quoique moi, j'ai vraiment un sens visuel. Souvent, quand les gens perdent quelque chose, ils vont me le dire. « Ah, Julie, j'ai perdu ça. » Ben si j'étais avec eux, là, pas si j'étais... Oui. Je suis quand même pas télépathe, là, mais tu sais, je veux dire, physiquement, si on est, exemple, dans un chalet, puis que là, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, voyons, je trouve plus mon téléphone », ben moi, je vais être capable de dire « Ben ton téléphone, il était à côté de la machine à café tantôt. » Tu sais, parce que j'ai vraiment, naturellement, j'ai cette mémoire-là visuelle, là, donc je force pas, là, ça se fait tout seul. Mais c'est ça, t'amener un côté de l'espèce d'harmonie, mais comme un peu forcé, là, tu sais, tout le monde est beau, tout le monde s'entend bien, la, tu sais, mais qu'il y a comme quelque chose que t'as sorti dans ton mémoire en lien avec ça, là, cette espèce de mythe de l'harmonie que moi, je trouve qu'on retrouve beaucoup, beaucoup au niveau de l'handicap. Oui, ça a été un des résultats qui a été pour moi des plus surprenants. En fait, avant d'embarquer là-dedans, je vais expliquer comment j'ai pu avoir accès à ces données-là. Ouais. Une chose qui était importante pour moi quand j'ai fait le mémoire, c'était que David Trudel-Bergamo, sa voix soit entendue même dans le mémoire. Parce que j'avais pas envie, encore une fois, d'être l'experte qui a absolument aucune idée c'est quoi avoir un handicap visuel écrit sur un phénomène que je connais un peu plus, mais que je connaîtrai jamais autant que quelqu'un comme David. Ouais. Fait que j'ai demandé une dérogation pour qu'il y ait dans mon mémoire. Il a écrit une partie du mémoire, en fait. Il n'a pas analysé, mais il a écrit ses commentaires, son analyse à lui sur ce qui s'est passé, puis je l'ai mis dans mon mémoire, puis je m'en sers comme donnée. OK. Puis une chose qui a été intéressante dans ce qu'il a écrit, puis là, je reviens avec le mythe de l'harmonie. Je lis sa rétrospective, puis je me rends compte de plein d'affaires que je me suis jamais réalisées, que j'ai jamais réalisé du temps où j'avais les deux pieds dans les visionnaires. OK. Donc, des conflits, des tensions sous-jacentes, puis je me dis, voyons, on n'en a jamais parlé, comment ça j'ai pas réalisé ça? Ouais. Puis là, il met, mettons, en lumière le fait que lui, il ressentait que des fois, entre les personnes qui avaient une situation de handicap visuel, il y avait une compétition pour qui souffre le plus de son handicap. Ben, non, mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis, il y a comme cette espèce de truc-là qu'on retrouve dans des personnes... Oui, je comprends très bien, là, en situation de handicap. Puis moi, ça me dérange, ça me fait friser le poil. C'est ça, comme si il y en avait qui souffraient plus, il y en avait qui souffraient moins. Puis... Oui. Moi, j'ai encore de la vue. Ah, toi, t'es complètement aveugle. Tu sais, oui. Exactement. Moi, je souffre plus, j'ai plus d'adaptation, ça me demande plus d'accommodement. C'est ça. Fait que là, ça, c'était quelque chose qui était sous-jacent que moi, j'avais jamais vu. Puis, je me disais, David, s'il le sentait, puis il était comme, en fait, un peu comme moi, un des porteurs du projet. Pourquoi il n'en a pas parlé? Pourquoi il l'a pas mis de l'avant? Parce qu'on avait, tu sais, ne faisait pas que s'entraîner. On prenait beaucoup de temps après les entraînements pour jaser, parfois de choses plus profondes et engagées autour de l'inclusion, de l'exclusion, puis des fois juste pour se raconter nos fins de semaine. Là. Ben oui. Mais je me disais, s'il sentait ça, pourquoi il n'en a pas parlé? Il y a eu d'autres tensions aussi. Il y a eu des membres qui
qui ne sont pas revenus. Tu sais, puis OK. moi, je me posais pas de questions parce que c'est un groupe ouvert. Fait que c'est d'entrée de jeu. Si tu peux venir une fois, comme tu peux venir à chaque entraînement, t'as pas de compte à rendre. Tu sais, c'est un groupe ouvert. Ouais. Qui sont pas revenus et qui, plus tard, m'ont écrit, ils m'ont dit, je suis pas revenue parce que j'ai été dérangée par telle affaire. Ah. Alors que à chaque fois, à chaque entraînement, on invitait les membres à dire étiez-vous confortable, y a des choses que vous feriez différemment, parce qu'on était en co-construction de ce groupe-là, mais le monde, il le nommait pas. Il y a eu plusieurs petites choses comme ça qui n'ont pas été nommées. Puis moi, comment je l'ai amené dans mon mémoire, j'ai parlé de préserver ce que tu nommais aussi tantôt, le mythe de l'harmonie. Oui. Qu'est-ce que c'est, le mythe de l'harmonie? C'est un concept qui vient plutôt de l'intervention familiale. Tu sais, il y a des familles où, quand on les regarde, la belle petite famille parfaite, ils ont l'air heureux, mais genre, il y a de l'inceste, il y a de la trahison, il y a de la violence psychologique, puis ça paraît pas. Non. Donc, nous, on n'était pas là, on s'entend. Non, mais on comprend là, le parallèle que tu as fait. Là. Exactement. Puis je me suis posé la question, pourquoi nous, on a été affectés par ça? La préservation du mythe de l'harmonie, c'est pas la réponse, mais mettons dans mes pistes d'interrogation, je me suis dit peut-être que le groupe, ça faisait pas assez longtemps qu'il existait pour que les membres se sentent assez à l'aise de dire ce qu'ils pensaient, puis d'aller plus loin. Ouais. Aussi, je me disais, c'est un peu spécial qu'on se dise un groupe engagé, puis on arrivait très bien en tant que groupe à dire la société fait des choses comme ça, nous, on aimerait ça que ce soit différent, ou les autres clubs de course agissent comme ça, nous, on aimerait ça représenter autre chose puis d'autres valeurs, mais on n'était pas capable de parler de nos propres contradictions à nous. Mais c'est ça, peut-être que parce que ça a été long et court, dans le fond, les visionnaires, tu sais, la partie où j'ai été vraiment impliquée, ça a été juste de juillet à novembre. Après ça, les visionnaires ont été poursuivis sans moi par d'eux-mêmes. Donc, l'objectif d'autogestion a été fait, mais je me suis dit, peut-être qu'on a manqué de temps pour avoir cette intimité-là. Mais une autre chose une autre hypothèse que je me suis faite, c'est est-ce que on est encore dans un modèle où c'est trop tabou de dire, mettons, à une personne qu'on accompagne à la course qui a un handicap visuel, ça me tente pas d'être avec toi parce que tu n'es pas assez rapide puis j'ai goût de courir plus vite aujourd'hui. On est comme des vrais amis. Mais oui. Comme du vrai, tu sais, puis pas toujours devoir prendre soin de, tu sais, être dans le respect, mais être dans le respect comme on serait dans le respect avec n'importe qui et non pas être dans le care tout le temps, tu sais. Mais est-ce que dans ton mémoire, justement, t'es allé à dire qu'il y avait ce mythe-là de l'harmonie par rapport à un groupe ou est-ce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui sont ensemble ou finalement on retrouverait ça dans à peu près n'importe quel groupe? Pas d'handicap. Ah, c'est une bonne question. Ah ben! Non, mais c'est parce que c'est ça, je me dis, tu sais, parce que on dirait que ce que tu es en train de dire là, tu sais, je trouve que ça fait très groupe, sans parler du handicap spécifiquement. Mais je serais curieuse de voir, tu sais, si on le retrouve plus quand il y a des personnes en situation de handicap, justement, qui veulent pas froisser autour. Tu sais, comme des fois, quand on a un handicap, on est un peu plus petit. Ouais. Tu sais, comme si dans la société, on doit déjà se battre, là. Tu sais, tu sors de chez vous, tu dois déjà te battre, là. Tu dois déjà être en mode je suis tout seul de ma gang, là, tu sais, parce que t'arrives pas avec un troupeau en situation de handicap. Tu sais, si tu prends le métro, t'es tout seul. Fait que, tu sais, on est comme souvent dans un mindset de dire, OK, faut que j'aille à la guerre, mais souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on se retrouve dans des situations où est-ce qu'on écrase, on fige, OK, tu sais, on est en minorité ici. Donc c'est pour ça que je serais curieuse de ça. Tu sais, si c'est pas quelque chose qui appartient beaucoup à une personne qui est en situation de handicap, d'avoir plus de difficultés à s'affirmer, tu sais, clairement, concrètement, de peur de. Mais, tu sais, là, c'est vraiment
ma réflexion moi-même, là, tu sais, que j'ai lancée tout haut, mais je serais comme curieuse de voir, parce que là, dans le fond, ton mémoire, il est disponible, on peut le consulter. Là, on le sait, comme j'ai dit au début, tu as eu un petit bébé, hein? Donc, oui. Petit bébé, 5 mois à la cocotte. 5 mois, exactement. C'est ça. Fait que petit bébé tout frais encore. Mais sinon, c'est ça, les visionnaires, ils existent encore. Là. Les gens peuvent aller courir sur la page Facebook, là, les visionnaires. Ça existe encore, là. Ça existe encore, oui et non. C'est-à-dire que la page Facebook existe. Si vous êtes curieux d'aller voir nos photos, les activités, la page Facebook existe. Quand ça a été créé en 2023, David et moi, on a beaucoup porté le projet avec l'objectif d'être capable de se retirer et que le projet continue lui-même. Il a été encore très fort en 2024. Ça a été très, très actif. Justement, et ça a été repris. Les entraînements étaient donnés majoritairement par un membre qui avait un handicap visuel lui-même. Fait que nous, on a trouvé ça génial, justement, cette initiative-là. Mais en 2025, il y a eu presque aucun entraînement parce que c'est ça. Marie-Claude, je dois arrêter, mais dans le fond, c'est ça, c'est que la page existe encore, mais là, pour l'instant, il y a comme un petit quelque chose qui est sur la glace, là. C'est ça, je comprends. Exactement, c'est ça. OK. On cherche des nouveaux leaders. OK. Ah, bon, ben parfait. Alors, c'est dit. Merci infiniment, Marie-Claude. Merci, bonne journée. À toi. Bye. Merci. Et c'était une belle émission Vision. Mathieu Tessier, merci à la mise en onde. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, tout le monde.